nous nous retrouvons pour l'émission numéro 12 maintenant de ce rendez-vous bimensuel qui est un vrai moment de rencontre et de découverte des auteurs francophones. Avant de commencer, avant de vous présenter mon invité du jour, qui est la plus belge des auteurs new-yorkaises, Hélène Drummond, je voudrais juste faire un petit aparté parce que hier nous a quitté Anne Sylvestre. Alors voilà, c'est un peu d'enfance de beaucoup d'entre vous, les fabulettes d'Anne Sylvestre. On a été bercés, où on a bercé nos enfants avec. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit dernier au revoir et un hommage à cette grande poétesse. Voilà. Donc Hélène, bonjour. Bonjour Sandrine. Voilà, ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc, on va parler de beaucoup de choses. D'abord, on va parler de toi, de ton parcours, de ce que tu as fait, d'où tu viens. Puis, un parcours assez intéressant parce que comment on passe d'un milieu à l'autre, tu vas nous raconter tout ça. Et puis, on va parler de tes romans. Alors, du premier qui est sorti en mars, en plein Covid. Exact. Ça arrive. Hein. Et puis, surtout, on va parler de celui qui vient de sortir il y a 2 ou 3 jours, c'est vraiment tout neuf. Oui, il y a un recueil de 4 nouvelles et il est tellement neuf qu'il n'a pas encore traversé l'Atlantique. Ils sont en chemin. Ils sont en chemin. Alors je suis ravie parce qu'on a déjà pas mal de précommandes. Donc on attend que les cartons pour pouvoir envoyer les commandes de ce deuxième livre. Alors bonjour. Je suis ravie de t'avoir. Alors moi, je vais préciser quand même que j'ai connu Hélène par un réseau qui nous est commun, un réseau de femmes francophones à New York. Et puis, je t'ai connue avant la sortie de ton premier roman, tu étais vraiment à la fin. Plein de questions. On a passé presque 3 heures toutes les deux à faire refaire le monde, puis à parler de ce projet qui te tenait à cœur. Et puis, moi, plus que quiconque, je pouvais comprendre comment ça travaillait les tripes et ça travaillait les neurones, de savoir comment finaliser la réalisation d'un rêve, finalement, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort pour les livres. Oui. Alors, ce soir, ça va être un peu des vacances pour moi, je préfère vous le dire, parce que Hélène est très bavarde. Donc, je pense que je vais poser beaucoup moins de questions que d'habitude. Puis, j'allais me faire un thé ou voilà. Alors, Hélène, on va commencer par qui es-tu? Et alors, moi, j'ai relevé une petite phrase qui était dans un article de Rachel Brunet du Petit Journal New York qui disait « J'ai une fascination immodérée pour Chopin et Maupassant, les 15 albums de Queens, 47 paires de chaussures, d'ailleurs tu me diras s'il y en a d'autres depuis, 13 ans de mariage, 2 amours d'enfants et un cochon d'Inde qui raffole du concombre. » Donc, avec ça, on sait presque tout de toi. Oh, c'est un aperçu, Mais oui, commençons peut-être par quoi est-ce que je peux commencer? Alors tu peux déjà commencer par le fait que… Belgique. Voilà, tu viens de Belgique et tu viens surtout d'un parcours extrêmement sérieux. Tu as toujours été la bonne élève dans toutes les matières, donc finalement, il t'a fallu choisir une matière dans laquelle poursuivre et puis trouver une voie professionnelle. Alors, tu as été tentée par le journalisme, je crois, à un moment jeune. Oui, quand j'étais toute jeune, effectivement. Oui. Mais comme tu dis, c'est vrai que j'étais assez bonne élève dans les différentes matières à l'école. Et même si, effectivement, j'avais quand même une affinité pour tout ce qui était cours de français, cours de latin, cours d'histoire, j'étais très littéraire et j'ai toujours adoré lire. Mais j'avais quand même aussi un côté scientifique. J'aimais beaucoup la biologie, la physique. Et je me suis retrouvée étudiante en médecine. Parce que à l'époque, j'avoue, j'avais 17 ans, je ne savais pas trop quel chemin prendre, je ne savais pas très bien encore qui j'étais, on est en formation à ce moment-là. Et disons que la voie qui avait été tracée pour moi avait été la médecine, sans que ce ne soit particulièrement la voie qui sans doute me convenait le mieux, mais je tiens quand même à dire que ce côté très rationnel, très sérieux, comme tu dis, et très scientifique, ça fait tout autant partie de moi et de mon identité que le côté littéraire et créatif que j'exprime beaucoup plus maintenant, effectivement. Mais donc voilà, et oui, c'est un parcours assez particulier, atypique en tout cas, effectivement. Ce qui est drôle, c'est que quand tu as été tentée par le journalisme, ta mère te voyait très bien en reporter de guerre. Et alors ça, une mère qui s'imagine sa fille en reporter de guerre, ça m'a fait sourire. Mais je pense qu'elle a eu peur. Et comme toutes les mamans, et voilà, j'avais évoqué l'idée du journalisme parce que j'adorais écrire. Et je pense qu'elle a un peu pris peur et elle s'est imaginée sa fille envoyée dans des missions très dangereuses. Et voilà. Gilets pare-balles. Oui, un petit peu. Mais bon, voilà, encore une fois, j'étais tout à fait consentante à faire mes études de médecine, on ne m'a forcé à rien. Encore une fois, je pense que voilà, je ne savais pas trop où aller et j'ai suivi cette voie-là.
Alors, donc ta première partie se passe en hôpital, après, Oui, après oui, tes c'est ça. études, ce qu'on appelle l'internat en France, en tout cas. Oui, Tu es en ORL, tu oui, vois des oui, choses qui sont parfois assez difficiles, hein, si je ne m'abuse. comme pour beaucoup, oui. Et puis c'est l'aventure. Tu dis dans un article que ta vie est une aventure. Et puis, bah, la première étape de cette aventure, c'est Singapour. Ton mari est envoyé Oui, là-bas et tu suis ton oui, mari et du coup, tu oui. changes de voie. Oui, en fait, oui, c'est un peu ça. Donc, après quelques années de pratique en hôpital, effectivement, on a eu cette opportunité professionnelle pour mon mari de partir à Singapour. Et c'est sûr on a tous les deux toujours été très alignés sur le fait que si l'occasion se présentait d'aller vivre à l'étranger, on saisirait l'occasion et on le ferait avec grand bonheur parce on aime tous les deux voyager et on avait envie de découvrir d'autres cultures, d'autres pays. Donc, on était totalement ravis de cette opportunité. Et là, j'ai rencontré d'autres médecins en fait qui travaillaient dans l'industrie pharmaceutique. Et je me suis dit, ah, mais ça a l'air bien, ça a l'air intéressant, la recherche clinique. Et puis, quand on est revenu de Singapour, donc on est revenu en Europe, on est revenu en Belgique, et j'ai entamé une carrière dans l'industrie pharmaceutique, Alors, effectivement, tout com- à fait. combien de temps tu es resté à Ah, Singapour? c'était assez court, hein, c'était Ah, un an. C'était c'était un an, un an. oui. C'est Oui, une expérience qui t'a plu? C'est une oui. ville, une Ah oui, région oui. du monde qui t'a plu? C'était une expérience très positive. Disons que, à l'inverse de New York, on ne s'est jamais dit qu'on allait y rester à long terme. Mhm. C'était entendu que ça allait rester du court terme. C'était très positif, mais on ne s'est vraiment jamais senti non plus à la maison, comme Mhm. on s'est senti à la maison quasi tout de suite ici à New York. C'est une vie un peu particulière. En tant qu'expat, on reste quand même dans une Oui. bulle. Et on a beaucoup voyagé en Asie, ça c'est parfait parce que Singapour est très bien situé pour voyager un petit peu partout. Voilà, mais expérience très positive, mais court terme. Voilà, oui. Alors, retour sur Bruxelles. Oui. Tu remets ta blouse. Euh, Oui et non, puisque là, ça devient un travail de bureau, hein. J'ai travaillé en industrie, oui, oui. et très vite, toi et ton mari, ben, l'envie de repartir vous titille. Alors, je crois que vous avez un peu poussé les murs, les bureaux, Hum, etc. Et, euh, et, oui, pas euh, tant que ça, mais oui, c'est vrai, oui. ouais. On s'était toujours dit, si on a l'occasion de retenter l'expérience, on le fait, oui. Mais avec quand même l'envie de, enfin, New York trotter dans la tête quand même. Ah C'était oui, une oui, c'est grosse sûr que envie, hein. New York nous tentait, effectivement. Oui, New York nous Alors, tentait. tu as envie de partir, tu Oui, suis encore ton mari, tu oui, arrives dans cette ville et tu es un peu désœuvré au début. C'est-à-dire que oui. tu te sens un peu seul avec tes enfants dans cette ville que tu ne connais pas. Tu t'attendais peut-être à autre chose. Tu te poses des questions sur tes choix de vie. Ça remet en cause pas mal de choses, hein, Oui, cette mais arrivée. je pense que toute expatriation, il y a toujours une période initiale qui est quand même assez compliquée. Alors, j'avais connu Singapour, donc je savais bien qu'au début, il y a toujours un temps d'adaptation où qu'on aille. Et effectivement, donc on avait les enfants, ça a quand même pris un certain temps pour s'installer, mais je pense que vraiment ici à New York, les choses se sont faites assez facilement et assez, voilà, il faut être très organisé, mais ça s'est bien passé. Par contre, ce qui était compliqué, c'est que je me suis retrouvée vraiment en me disant: «Maintenant, qu'est-ce que je fais?» Qu'est-ce que je fais? Voilà Et et donc ouais, la première réponse a été de faire du bénévolat oui, et puis déjà de poser la question de savoir si tu ne pouvais pas reprendre la plume qui te faisait rêver depuis absolument, longtemps. absolument et c'était vraiment la première fois dans ma vie où j'ai eu, l'opportunité et le temps de pouvoir vraiment essayer de me poser cette question-là et de me dire: «Mais tiens, est-ce que» parce que cette idée d'écrire un livre, ça me trottait à l'arrière de la tête depuis vraiment très longtemps, depuis que je suis toute jeune, mais Ah oui. sans que je n'y croie vraiment. C'était un rêve, je ne me suis jamais dit qu'un jour ça allait se concrétiser. Mais voilà et quand on est arrivé à New York, ben donc typiquement, ça prend plusieurs mois avant d'avoir un permis de travail. Donc j'ai fait une demande de permis de travail, ça a pris plusieurs mois. Comme tu dis, j'ai fait du bénévolat au Carnegie Hall, parce que j'adore la musique et donc voilà, c'est un monde que j'avais envie de découvrir. Et j'avais quand même encore pas mal de temps. Et donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne tenterais pas de commencer à écrire quelque chose? Et donc j'ai commencé un peu à gribouiller, des ébauches de récits sans avoir aucune technique et sans me sentir du tout légitime en tant qu'écrivain. Et puis voilà, après quelques mois, j'ai eu mon permis de travail et donc je me Et suis donc voilà, c'est ça. replongée dans Dans le le monde du monde travail, voilà, de l'industrie, voilà. exactement. Et j'ai Tu as travaillé ouais. ici à New York et je n'avais plus aucune disponibilité de temps ni d'esprit pour Oui, en continuer à plus, écrire à ce moment-là. tu as été engagé dans un très gros Oui,
nous ne oui, citerons pas, comme oui, directrice de recherche. Donc voilà, te voilà absolument. retournée Oui, dans, oui, dans des journées très oui, longues, très tout à denses, fait, qui ne laissent plus la place à la absolument. créativité Non. et à l'envie de prendre la plume aussi. Et j'ai envie Euh, de pardon, je t'interromps, mais j'allais dire qu'il ne laisse plus la place à grand chose, en fait, hein, oui, et donc c'est oui, ouais. pardon, C'est pardon, ce je que... te Non, laisse non, continuer. non, non, du coup, on va y venir, mais c'est aussi cette espèce de petit bilan de vie qui va donner Oui, envie de repartir sur l'écriture. Alors, mmh, c'est quand même une carrière brillante, hein, tout ce que tu as fait. Non, mais merci, ça, c'est une carrière brillante, mais tu ne t'épanouis pas ou tu t'épanouis plus. absolument. Et Oui, donc, tu te dis que New York, c'est la ville du possible, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on présente New York. Il y a oui, beaucoup de gens, on connaît beaucoup de gens ici qui ont tout laissé tomber, des carrières d'avocat, d'experts comptables, etc., pour partir sur des choses complètement folles parce qu'elles se sont oui, dit c'est ici ou pas. Et donc, absolument, oui, ton mari te soutient, donc tu tout à démissionnes, fait. Oui, 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 tu c'est n'étais ça. plus à ta place. Et donc, Hem, oui, c'était un travail qui était très prenant, qui était d'un point de vue scientifique et d'un point de vue intellectuel extrêmement stimulant. Donc ça me plaisait ouais. beaucoup. Mais l'environnement de travail ne me convenait pas et devenait de plus en plus délétère. Et oui, c'est ce que tu dis, j'avais vraiment l'impression de me perdre, de me diluer, de plus être à la bonne place et de plus non seulement plus avoir de place pour moi, mais pour ma famille non plus, parce que j'étais quand même souvent en déplacement. Ah oui. Et en fait, à l'époque, donc on parle d'il y a 3 ans maintenant, j'ai un de mes enfants qui a un souci de santé, qui a nécessité que je sois beaucoup plus présente. Et je pense qu'à ce moment-là, ça m'a vraiment, ça m'a aidé à prendre cette décision de tout plaquer et de me dire, je quitte ce monde qui ne me convient pas, qui ne me convient plus, et je me recentre sur l'essentiel, ma famille, moi-même. Et voilà, voilà comment ça s'est passé. Et donc effectivement, j'ai quitté ce monde de l'industrie à ce Alors, moment-là. en quittant ce monde un petit peu carriériste, tu Ouais. redeviens femme 2. Donc, c'est pas toujours Oui, évident. oui, Femme 2, et oui, tu décides de te plonger dans l'écriture et tu oui. t'aperçois, les gens qui te connaissent savent que tu es extrêmement exigeante surtout, et tu t'aperçois que tu fais face aussi à un monde plein de complications, plein de questionnements, plein d'exigences, et que c'est pas non plus peut-être ce à quoi tu t'attendais, à ce monde de liberté peut-être. Ben, oui, disons que c'est tout à fait différent. Comme routine de travail, comme monde professionnel, on est tout seul face à son écran d'ordinateur, ce qui ne me déplaît pas en soi, mais c'est sûr que il faut une discipline énorme, parce qu'encore une fois, on est tout seul. Donc, il faut beaucoup de rigueur, il faut des horaires de travail, il faut Alors, vraiment travailler. j'allais te poser la question justement, Oui. est-ce que tu as une routine dans l'écriture? Tu parles de rigueur, d'horaire de travail, est-ce que tu as une routine? Pour le Alors, premier comme pour le deuxième d'ailleurs. oui, eh bien, c'est-à-dire qu'il faut absolument se ménager des plages de travail ininterrompues. Parce que, surtout quand on est dans la phase de création littéraire, dans la phase du premier jet, là, c'est très, très important de ne pas être interrompu de laisser articuler en histoire tout ce qui déborde à l'intérieur. Et là, si on est interrompu, on est dans cette zone-là, hein, on est là en l'air et puis on doit redescendre. Donc, c'est vraiment pas efficace, on perd le fil. Et donc, oui, effectivement, quand on est dans cette phase très intense de création littéraire, il faut vraiment s'aménager des plages toute l'après-midi, la soirée. Alors moi, je suis pas du tout du matin, donc je n'ai aucune inspiration le matin. Mon cerveau ne s'allume qu'à partir d'une Ah, certaine heure. Donc je suis de l'après-midi, je suis du soir. Mais donc voilà, oui, effectivement, il a fallu aménager une autre organisation. Mais au-delà de ça, l'écriture est un vrai métier, et donc ça demande encore une fois beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. On n'écrit pas comme ça une heure par-ci, une heure par-là sur le coin de la table, absolument pas. C'est vraiment un métier, et ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Puis il y a des aspects techniques du métier aussi, hein. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est une question d'habitude et c'est une question de routine, comme tout alors, finalement, oui. on va justement s'intéresser à tes romans, donc qui sont Oui, sortis quand même à quelques mois l'un de l'autre, hein, tu as très très oui, bien travaillé. Donc on va parler assez rapidement du premier parce qu'il a déjà 6 mois, et puis on va parler de celui qui est tout neuf et qui oui, vient d'arriver, qui est un recueil de 4 nouvelles. Donc je voudrais parler de la place est prise, donc le oui. premier roman. Mhm. On est dans la romance, hein, dans le livre d'amour, Oui, avec des femmes compliquées, souvent meurtries, qui sont à la fois forte, mais aussi très dépendante des hommes. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. oui. Les hommes ont tous des vies de dingue, donc un peu ta vie d'avant. Ils sont débordés, ils ont le temps de rien. Puis les femmes s'ennuient un peu. Il n'y a pas beaucoup de Wonder Woman, ou alors elles ont, comme le personnage de Margot, le mauvais rôle. Alors c'était quoi? C'était une façon pour toi de tirer un trait sur ta vie d'avant, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir des femmes qui sont à l'inverse de ce que toi tu renvoies enfin, voilà, on a des personnages qui sont à l'opposé d'Hélène Drummond.
Ouais, c'est une bonne question hein, que tu me poses là. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il se passe un phénomène très particulier quand j'écris, c'est qu'en fait, je ne choisis rien du tout et que c'est pas moi qui choisis mes histoires ou mes personnages, c'est eux qui me choisissent. Et je sais que ça a l'air très farfelu quand je le dis Non, comme non, ça, non. mais je ne vais jamais commencer une histoire en me disant consciemment: «Ah ben voilà, je veux écrire là-dessus et je veux que mon personnage ressemble à ça». Ça se passe pas comme ça. En général, c'est des débuts d'histoire comme ça, des éléments, des sujets qui m'apparaissent et qui m'envahissent en fait. C'est vraiment un envahissement et je pense que ça fait résonance avec des éléments qui sont en moi. Bien sûr. Et puis alors tout ça se mélange et tout ça bouillonne et puis voilà, l'histoire prend forme. Mais donc Alors oui, excuse-moi, pardon, oui, à partir du moment où tu as ton début d'histoire, est-ce que oui. tu te dis: «OK, alors maintenant je vais construire une trame» ou tu continues toute ton histoire avec comme une espèce de petite voix, Non, qui t'envoie, un sujet, qui t'envoie, enfin voilà, qui t'envoie des éléments de ton livre au fur et à mesure? oui, c'est pas évident de répondre à cette question parce que c'est vrai que Mmh. c'est pas un processus purement rationnel, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, une fois que je rentre dans un sujet et que je sens que ça prend forme, bah alors à ce moment-là, voilà, il y a quand même, je perds un peu le contrôle et c'est les personnages qui vont commencer à m'emmener là où ils veulent, etc. Et jusqu'à présent, je sais quand même où je vais. D'accord, Parce qu'une fois que le début arrive, le sujet se dessine, je sais vers quoi je tends, j'ai un fil rouge. tu as un fil conducteur. Mais je ne sais pas les chemins que je vais prendre pour arriver Pour à y la fin. arriver, Ça, OK. non. Ça se construit au fur et à mesure. Mais pour en revenir à ta question sur les femmes un peu vulnérables, c'est vrai que je n'avais jamais vu les choses comme ça et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Mais je pense que ce sont des femmes qui probablement sont un peu perdues, donc torturées, Mmh. comme tu dis, Mmh. etc. Et elles ne savent pas très bien où elles vont et surtout elles ne Mmh. savent pas très bien qui elles sont. Parce Mmh. que c'est aussi, la place est prise par aussi, ça parle beaucoup d'amour, c'est une histoire d'amour, ça c'est indiscutable, mais c'est aussi, ça parle aussi de recherche de soi. Et Oui, je pense oui. que mon personnage Émilie, typiquement, elle ne sait pas très bien qui elle est, et que dans ce cas-là, ben, on n'a pas d'autre choix que de vivre à travers quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, l'homme qu'elle aime. Et donc, on devient totalement dépendant Mmh. de cette autre personne et on s'accroche parce qu'on vit à travers cette autre personne jusqu'à ce qu'on arrive à, on l'espère, comprendre un peu qui on est. Mmh. Voilà. Mais Oui, donc, mais c'est vrai, tu as raison. Ce sont des personnages féminins compliqués, qui se posent beaucoup de questions torturé. et torturés, voilà, et qui ont un idéal, ce vers Ouais, quoi elles tendent, et on les ouais. accompagne dans leur quête et dans leur cheminement. C'est vrai. Alors, il y a aussi beaucoup de toi hein, dans les livres. Il y a la Belgique, il Et y a la Belgique. Singapour, il y a New Oui, York, il y a oui, Chopin, très et fort. puis la Ah oui, musique en général. oui, oui, Il y a la femme d'eux, parce que voilà, oui, ce que tu as été peu de temps, mais ce que tu as été aussi. Il y a oui, l'expatriation. Et puis il y a oui, aussi l'Upper West Side, donc voilà, ça va très loin dans les détails, on retrouve oui, du Hélène dans les détails. oui. Euh, c'est quoi? C'était envie de faire des petits clins d'œil personnels ou ça t'est venu là aussi comme ça au fil de l'écriture? Bah, disons que non, donc c'est purement fictionnel, hein. Il faut quand même le dire que mes Oui, personnages sont ah, totalement inventés, ça je peux le dire. mais voilà, donc c'est pas du tout autobiographique, mais ce qui est sûr, c'est qu'évidemment ça vient de quelque part et que et oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a des morceaux de moi dans toutes mes histoires, sans qu'il y ait concrètement tel ou tel événement ou tel personnage qui soit purement fidèle à la Mm, réalité. Non, ça forme un tout. Il y a des éléments qui remontent de manière consciente ou mm. inconsciente. J'ai pas spécialement voulu faire de Oui, c'est clin ça. d'œil par rapport au C'était plus lieu. inconscient. Mm. Oui, oui, c'est tout à fait inconscient. Mais par rapport au lieu, ben, disons que là non plus, je ne me dis pas, ah, je veux absolument écrire une histoire qui se passe en Belgique. Non, ça m'est venu et j'étais ravie parce que j'aime beaucoup la Belgique, c'est mon pays. Voilà, je suis new-yorkaise jusqu'au bout des ongles, mais je reste belge avant tout. Et donc, ça me parle et de parler, de décrire des lieux qui ont une signification pour moi, auxquels je suis attachée, où j'ai vécu moi-même. Et donc, voilà, donc, je Oui, de toute pense qu'on façon, dans un écrit ce qu'on livre, connaît bien. Et donc, exactement. voilà, Je voilà, suis d'accord. exactement. Mais Je donc, suis j'étais d'accord. ravie voilà, de De voyager mettre un peu. entre et New York, c'est sûr que l'univers de New York est très, très présent dans Oui, mon on va roman. en Oui, parler parce que c'est oui, assez intéressant. Je trouve que tu en parles assez bien. Alors, merci. j'avais envie de te poser une question, mais tu as presque déjà répondu, Ah, qui est, non, mais qui est comment on décide d'écrire des histoires d'amour? Est-ce ah, que tu l'as vraiment décidé? Mais finalement, oui. c'est
enfin, c'est quelque chose qui est venu en toi et que tu t'es jamais dit, je vais écrire de la romance parce que c'est Non, quelque chose jamais. qui me plaît. Je ne me suis jamais dit ça parce qu'encore une fois, c'est des choses qui bouillonnent en moi et qui remontent, hein, c'est toute une série d'émotions et je ne me suis jamais dit consciemment avant d'écrire: «Ah ben je veux absolument écrire une histoire d'amour». Ah ben non, pas du tout. D'un autre côté, moi j'ai envie de te dire que ce qui m'intéresse le plus et ce que je préfère quand j'écris, c'est vraiment, explorer le monde intérieur La des psychologie des personnages, la personnages. psychologie Mm, absolument mm, mm. et les accompagner dans leur cheminement, voir ce qui leur fait peur, ce qui leur fait mal, ce qui les fait vibrer, ce qui les fait rêver. Inévitablement, l'amour et surtout le manque d'amour, parce que c'est vrai que mes histoires parlent beaucoup Oui, d'amour, mais ça parle beaucoup de manque le manque d'amour d'amour. aussi, ben, ça se Oui. retrouve au centre de toutes ces considérations, au centre de toutes ces émotions. Donc oui, j'aime écrire sur l'amour parce que j'aime écrire sur l'humain en fait, et sur le monde intérieur et sur tout ce qui se passe, ou les conflits internes et tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Donc je Alors, pense que c'est aussi pour ça que ça débouche sur je vous avais dit qu'elle des était thèmes très sur bavarde. Ah Alors, non. alors, pour revenir un peu à ce premier roman, donc c'est une histoire d'amour passionné, autodestructrice aussi, en tout cas au début, Oui, très oui, 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 compliquée. C'est une histoire d'exil. Et puis il y oui, a une petite touche policière en dernière partie du livre. Et alors moi, j'ai trouvé ça génial parce que je m'y attendais pas du tout. oui, oui. Et les dernières pages sont vraiment haletantes. Donc c'est assez réussi, il faut le dire. Et Merci. puis il y a une petite pointe d'érotisme aussi. Voilà, ça reste soft, hein, mais il y a une petite Ça fait pointe partie de la d'érotisme. vie, ça fait partie des histoires d'amour. Donc voilà pour résumer un peu le livre. Ton personnage masculin est médecin. Oui. Voilà, encore un hasard, j'imagine. Et il y a une petite phrase que j'ai adorée, et ça, j'aimerais que tu nous l'expliques. J'aimerais Ah. savoir si c'est du vécu. Tu dis, les étudiants en médecine ont l'extraordinaire faculté de tomber amoureux dans l'extrême laideur. Alors, pour moi, c'est une phrase qui ne sort pas de l'imagination d'un auteur, donc il y a quelque chose derrière. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'à l'hôpital, inévitablement, il faut quand même savoir que quand on étudie en médecine, on a des travaux pratiques de dissection sur des cadavres pour étudier l'anatomie humaine. On dissèque des grenouilles aussi, donc en physiologie, on étudie les réflexes nerveux. Enfin, donc, et puis après, bien plus tard, on se retrouve en stage à l'hôpital, en stage d'urgence, en stage en salle d'opération. Et donc, il faut bien se dire qu'on voit quand même des choses qui ne sont pas spécialement très roses. Et Hein. donc, Voilà, on a besoin de se rapprocher, de rapports humains. mais c'est même pas ça, c'est que je pense que tout ça devient banal, enfin pas Ouais. banal, parce qu'on n'est jamais blasé, c'est pas Mm. vrai, on n'est jamais blasé, mais disons que tout ça devient le quotidien. Tout ça devient le quotidien, cet environnement de l'hôpital, en plus, voilà, c'est quand même pas très romantique, hein, les hôpitaux, enfin, voilà, les néons avec la lumière verdâtre, enfin, c'est pas très glamour quand même. Et donc, on est constamment baigné dans cette ambiance oui, qui est l'inverse de l'ambiance glamour, et donc, oui, on tombe amoureux, voilà, évidemment, il y a des passions qui se déchaînent en salle d'opération, au-dessus voilà, on est très concentré, hein, mais bon, on est des êtres humains aussi. Et donc voilà, donc Ou tant mieux, hein, si on peut c'est ça que j'ai provoquer. voulu dire. On a la capacité de tomber amoureux dans des contextes qui pourraient dégoûter d'autres, qui Ouais. ne sont pas Non, tombés là-dedans. j'ai trouvé, Voilà. j'ai trouvé que c'était une phrase qui avait un vécu indéniable. Mais ça, par contre, c'est un petit clin d'œil. Excuse-moi, je t'interromps, mais ça, par contre, ça, pour le coup, je pense que c'est un petit clin d'œil à tous les étudiants qui étaient en médecine avec moi, avec tous mes copains de la faculté. Ça, oui, ça, c'est probablement un petit Voilà, clin tu d'œil, vois. effectivement. Voilà. Alors, justement, tu parles de ça. Est-ce que tes personnages ont été inspirés par des gens, de façon plus ou moins lointaine, des gens autour de toi? Comment Non, 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 tes personnages non. n'existent pas de près ou de loin. Ils sont complètement inventés. Oui, non, non. Il y a peut-être des bribes euh, d'histoires comme ça, mais encore une fois, ça remonte tellement de manière inconsciente que non, non. Il y a pas de, il y a pas de personnage précis dans ma carrière Parce que c'est vrai qu'il professionnelle. y a Non. des auteurs qui te disent que c'est plus facile d'écrire en imaginant le personnage correspondant de près ou de loin à quelqu'un qui connaisse. Parfois, ça aide l'auteur. Toi, c'est pas, Non, c'est pas ton cas. non. Comment tu t'es sentie à la dernière page, puisque c'était ton premier roman? Comment tu t'es sentie heureuse, fière? Mais est-ce que tu t'es sentie aussi inquiète? Genre, qu'est-ce que je fais de ce manuscrit maintenant? Est-ce que je suis capable d'aller au-delà et d'en faire un livre, de le publier? Enfin, voilà. Tu t'es sentie comment? Alors écoute, comment répondre à cette question? Je me suis sentie perdue en fait, Ouais. Non, parce mais oui. que c'est toute une aventure, hein, comme tu sais, d'écrire un Mm. livre, Mm. et je me suis dit, mais alors voilà, ça y est,
Vraiment? Oui, oui, ça y est, c'est la fin. Et puis inévitablement, tu dis: «OK, est-ce que je dois pas encore modifier ceci, cela?» Et mais voilà, parce qu'il y a quand même tout un travail. Une fois qu'on a fini le premier jet, Ça, une c'est fois que sûr. l'histoire elle est couchée sur, enfin, j'allais dire sur papier, mais bon, dans l'ordinateur, c'est loin d'être fini évidemment. Il y a encore tout un travail de relecture, de Oui, alors, révision, et donc je n'avais pas l'impression d'avoir encore fini, disons. Voilà, pour te répondre. alors Je pense tu, que c'est tu- ça ma tu parles de situation. relecture, du coup, ça me fait penser Oui, à un lecteur bêta. C'était oui. qui tes premiers lecteurs, Mon mari. ton mari? Ah, mon mari a toujours été mon, oui, oui. Il a relu mes histoires, c'est le tout premier lecteur. Et oui, et alors j'ai une amie ici aussi qui a relu mes histoires. Mais je t'avoue que je n'ai pas partagé mes histoires. J'étais très réticente, hein, parce que j'avais un peu peur de la Oui, réaction. Je ne oui. savais pas trop et j'attendais quand même que ce soit, en tout cas à mon sens, suffisamment abouti, même avec mon mari, que pour pouvoir partager quelque chose. Oui. Et comment ont réagi tes proches, ta famille, bah, notamment parce que les petites scènes, donc voilà. Ah, Est-ce que tu as eu des pas tant que réflexions? ça quand même. Non, pas tant que ça, non, non, mais parce que souvent, Oui. c'est, voilà, on se dit, tiens, Oui, ma maman va oui, lire ça, oui, donc oui, oui, c'est non, vrai. enfin, est-ce que tu as eu des réactions ou est-ce que non, au contraire, on a juste dit bravo, tu es allé au bout de ton projet Oui, les réactions étaient très positives, les réactions étaient très positives et encourageantes, et ça, je dois quand même dire que c'est quand même très important, surtout que, bon, c'est quand même un changement de carrière complètement radical dans mon cas, et donc pour se donner suffisamment confiance en soi et en son projet, et pour se lancer, c'est sûr qu'on a vraiment besoin du soutien de l'entourage, et pour se sentir légitime, tout simplement, donc pour avoir la validation. Donc, ils ont eu un très chouette rôle. Mon mari, ma C'est famille, important. mes amis les plus proches, oui, absolument. Oui, Alors, tu en parlais tout à l'heure, on parlait de New York. oui, C'est vrai que je trouve que c'est aussi un hommage à la ville de New York, même si c'est peu de phrases et à peu de moments, on sent que tu aimes cette ville. Et alors, tu oui. parles de la ville qui grouille. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal aujourd'hui parce que New Et York est un peu maintenant, endormi, entre mais parenthèses, tout à on fait. sent vraiment que cette ville est devenue la tienne. D'ailleurs, je Oui, crois que tu as le projet pour l'instant d'y poser ta valise sans à date long de terme. péremption. Ouais. Oui, tout à fait, Mm. mais tout à fait, tu as raison. C'est un phénomène très particulier parce enfin, on est attaché à la Belgique, hein, ça reste notre pays, mais c'est sûr que tout de suite, je trouve qu'ici à New York, on se sent chez soi. Déjà parce que c'est très cosmopolite et c'est très international. Il y a des Mm. gens qui viennent de partout, donc on ne se sent jamais vraiment étranger ici. Et donc ça, C'est c'est un vrai, aspect qui nous plaît c'est beaucoup. intéressant. Mm. Et puis voilà, ce dynamisme, cette effervescence constante. New York nous a vraiment envoûtés, je pense. Et comme tu dis, oui, là a priori, on voudrait y rester à long terme. On se sent vraiment chez nous. Et nos Aussi. enfants aussi. Maintenant, c'est ici chez eux, bien sûr. Donc oui, on aime beaucoup cette ville. Et c'est vrai que ça me fait plaisir d'écrire sur New York parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, que j'adore. Oui. Alors, on va parler de ton recueil de nouvelles, donc, qui est Oui. sorti il y a très peu de temps, donc qui est, je vous le signale, en précommande sur rencontre-des-auteurs-francophones.com et tout ça, je vous le redirai. Donc, n'hésitez pas, il arrive, là, il est en pleine traversée de l'Atlantique, donc c'est une question de jour. Je suis ravie d'ailleurs parce que ça a bien capté l'attention des lecteurs, donc je suis ravie. Alors, moi, j'ai trouvé ce recueil de nouvelles assez intéressant. Mm. D'abord parce que je me suis dit que j'allais retrouver 4 nouvelles qui sont 4 nouvelles de romance, sur une espèce de thématique, d'histoire d'amour, un truc qui me paraissait logique. Et puis, ah, pas du tout. Non. Donc, il y a 2 nouvelles qui sont des histoires d'amour, Oui. encore des histoires d'amour compliquées, torturées. On, on a une nouvelle qui est l'enfance malheureuse, l'enfance brisée, mais ça on va revenir dessus. Et puis une nouvelle qui n'a rien à voir sur en vérité, il se passe plein de choses. Alors c'est difficile de résumer. On va dire c'est une star, une chanteuse qui est au crépuscule de sa vie, qui fait venir un journaliste. Et je vous en dis pas plus. Mais, donc on n'est plus du tout sur le même registre. Non, Donc c'est vrai. ça c'est vrai que on passe d'un ton à l'autre, on passe d'une écriture à l'autre et d'un genre à l'autre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu as une jolie écriture. Et Merci. donc, c'est intéressant de voir cette jolie plume se balader dans des registres complètement différents. Donc, c'est vrai que ce recueil est vraiment intéressant pour comprendre un peu aussi ce que tu es, entre guillemets, capable d'écrire. Parce que c'est pas toujours évident, il y a des auteurs qui restent enfermés dans un style, et là tu as montré que tu savais ne pas rester enfermé, donc Merci Sandrine. c'est intéressant. Merci. Alors, tu vas nous en parler. Dans tes livres, il y a beaucoup
de types de musique. Alors, on sait que tu aimes Chopin, que tu aimes les Oui, Queens, et il y a beaucoup de références comme ça. Tu parles oui. des groupes, tu parles de titres. Alors, beaucoup de musique des années 90, certaines plus actuelles. Donc, parlons un petit peu de tes nouvelles avant que je pose quelques questions un peu plus D'accord. intimes. Mais oui, donc, comme tu dis, c'est vrai que c'est des histoires qui, a priori, n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. D'un autre côté, bon, ce sont tous des personnages féminins. Mm. Donc, mes personnages principaux, ce sont des personnages féminins. Donc, ça, c'est quand même un point commun. Maintenant, je pense que le thème de l'amour, ou plutôt du manque d'amour, encore une fois, c'est quand même aussi quelque chose qui est présent à travers toutes les nouvelles. Donc, comme tu dis, il y a deux des nouvelles, deux des histoires qui sont des histoires d'amour, mais je pense que les autres aussi, ce sont des histoires d'amour, parce que moi, je me suis dit, ben voilà, c'est l'amour sous ses différentes formes, en tout cas sous différentes formes. Donc, l'amour est conjugal, l'amour extra-conjugal, il y a l'amour amitié, il y a l'amour filial entre un enfant et un parent, ou dans ce cas-ci, entre un enfant et une figure paternelle. Donc, pour moi, ce sont toutes des histoires d'amour, des histoires de manque d'amour. Et encore une fois, même si c'est sûr que ce sont des personnages complètement différents, des univers complètement différents. Déjà, ils n'ont même pas le même âge, c'est des contextes complètement différents. Mais encore une fois, ce qui m'a vraiment intéressée dans ces nouvelles, c'est d'explorer le monde intérieur. Donc, tous ces personnages féminins, on les accompagne dans leur quotidien. C'est sûr qu'elles vivent toutes des situations assez difficiles, voire parfois même assez désespérées. Et elles vont toutes se battre pour essayer de s'en sortir avec un espoir inébranlable. Hein. Et donc, elles ont une détermination. Ça, j'explore aussi la force de l'espoir, de la Oui, c'est pour ça que je parlais détermination. au début que les Voilà. personnages sont à la fois forts et à la fois, voilà, il y a une espèce d'ambivalence Oui, chez tes voilà. personnages. Mais donc voilà, c'est vraiment explorer leur monde intérieur, leurs angoisses, leurs Mm. rêves, ce qui leur fait peur, ce qui les rend heureuses, et donc tout explorer ce monde intérieur. Ça, je pense que ça reste quand même un point commun à travers les nouvelles, même si je suis tout à fait d'accord avec toi, ce sont des univers complètement différents. Mais c'est Complètement sympa, différents. du coup, c'est très sympa. Je trouve qu'on voyage vraiment dans des genres différents, donc c'est sympa. La deuxième nouvelle, alors j'ai noté que c'était un hommage à ton grand-père. Pourquoi? Oui. C'est ce personnage principal, enfin, qui est là avec cette petite fille qui t'a fait penser à lui? Euh, oui. En fait, cette nouvelle-là, c'était un petit peu différent des autres. En fait, je vais te raconter hein, la genèse de cette nouvelle. Mais C'est la première... pas tout, hein, Non, il faut non, nous non, dire. non, non, mais c'est la première histoire que j'ai écrite de ce recueil de quatre nouvelles. Donc, c'est la première qui m'est venue, qui m'est apparue. Donc, c'est la nouvelle Enlèvement, qui s'appelle Enlèvement. Et donc, elle m'est apparue lors d'un vol de nuit, figure-toi. Je te dis, je ne suis pas du tout du matin, moi, la nuit. Mais donc, voilà, un vol de nuit entre New York et Bruxelles, à l'époque. Et, j'ai eu divers éléments comme ça me sont venus à l'esprit. Et tout ça commençait à vraiment germer, bouillonner, à prendre de plus en plus de place. Et cette histoire, parce que c'est quand même une histoire assez courte, m'est apparue, tout s'est délié. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à mon grand-père Et à ce c'est une moment-là. histoire courte mais dense, hein. Ça parle d'inceste, ça parle de mort d'une maman, d'une enfance Oui, volée. oui. Et d'ailleurs, j'avais envie de te poser la question, est-ce que ça a été inspiré de quelque chose ou non vraiment c'est, enfin, tu sais, Non, enfin, parce que non. je me dis toujours quand on écrit quelque chose comme ça, d'aussi dur, alors cette nouvelle-là est particulièrement dure, hein, les autres non, mais et c'est ça ce qui est intéressant. Est-ce qu'on sort indemne de l'écriture, même courte, d'une telle nouvelle? Euh, on sort, on sort indemne, oui, on sort même libéré, je pense. Même si, encore une fois, ce n'est pas du tout autobiographique, ça c'est très Oui. clair, c'est totalement inventé, mais il y a plusieurs choses qui étaient en moi qui sont réapparues, inévitablement, comme dans toutes mes histoires. Oui, donc je n'ai pas eu l'impression euh, comment dire, blessée suite à l'écriture de cette nouvelle, plus qu'avec l'écriture d'une autre. Non, ça m'est venu comme ça et j'avais envie de rendre hommage à mon grand-père, même si je suis bien d'accord, c'est une nouvelle très, très, très sombre, mais justement, je pense que ce qui est important, en tout cas pour moi, dans cette histoire-là, c'est cette relation entre cette petite fille et cet Et ce autre monsieur, personnage et qui est superbe. à quel point il lui sauve la vie, finalement. Alors, En tout cas,
Dans la troisième nouvelle, qui n'est pas une romance non plus, il y a encore un gros clin d'œil parce que ton personnage principal est une vedette de la chanson et Oui, elle raconte comment elle s'est battue pour ne pas être médecin. Alors oui, là, excuse-moi, je suis oui. obligée de faire un parallèle. Oui, non, mais encore une fois, ça n'a pas vraiment. Oui, elle est médecin, c'est vrai que ça m'est venu comme ça, ce personnage-là est médecin, mais je n'ai pas une carrière cachée de vedette de la chanson. Là, c'était pour Non, non, savoir non, ce qu'on non, allait non. apprendre ce soir. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, si tu veux, tu veux connaître l'origine, d'où m'est venu ce personnage Mais totalement oui. extravagant. Alors écoute, ça va peut-être te surprendre, hein, mais bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi j'adore la musique de Queen, hein, entre autres, mais c'est sûr qu'il m'accompagne, ce groupe m'accompagne depuis que je suis toute jeune. Et j'ai vu en 2018, quand le film est sorti, le film Bohemian Rhapsody. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Et en fait, plus que beaucoup aimé, j'ai vraiment été complètement renversée. Parce que moi, je suis assez extrême. Quand j'aime quelque chose, quand quelque chose me touche, c'est pas du bout du cœur. C'est vraiment le renversement complet. Et donc, j'ai vraiment été très touchée. Et je ne connaissais pas, en fait, Non, l'histoire moi non plus. de Ouais. Freddie Mercury. Je ne savais pas Mm. à quel point il avait été seul. C'était quelqu'un Mm. d'extrêmement Ouais. entouré, mais Mm. profondément seul. Et ça, je trouvais Bah, ça très poignant. ce qui arrive souvent, hein, chez Souvent, les plus grandes stars. voilà. Mm. Mais j'ai trouvé ça très poignant. Et aussi, comment il décrivait sa vulnérabilité face à la maladie, cette horrible maladie déjà, et aussi face à ce personnage qui s'était créé, ce personnage de scène extravagant, exubérant, provoquant, et ce personnage finalement qui lui faisait de l'ombre. Et j'ai trouvé ces conflits internes, toutes ces émotions vraiment hyper poignants. Et je me suis dit, mais voilà, cet homme a réussi à canaliser tous ces conflits, justement, tous ces sentiments, toutes ces émotions, toutes ces blessures en une énergie créatrice musicale absolument hors de Incroyable. commun, incroyable. Et ça m'a vraiment beaucoup secouée. Et encore une fois, je pense que c'est rentré en résonance avec des éléments qui étaient présents chez moi. Et tout ça a fini par créer Ça mon fait cette personnage de petite Nina. nouvelle. Voilà, mais c'est de là que ça vient. C'est Ouais, de là ouais, que ça vient, intéressant. et puis ça a fait boule de neige, et Ouais. puis c'est totalement inventé, évidemment. Ça part dans tous les sens, je Non, ne non, m'en remets pas. c'est vraiment une super nouvelle. Merci. Moi, c'est la nouvelle que j'ai préférée dans l'ouvrage. Puis il y a quelque chose qui m'a fait mourir de rire, c'est le grain de beauté de Marilyn, parce que moi, j'ai Ah passé oui? toute ma prime jeunesse à prendre mon crayon et à faire mon grain de beauté, donc ça m'a fait rire. C'est une Madonna à l'époque, oui. Ouais, non, mais moi, c'était Marilyn Monroe. Alors, dernière petite question avant de passer au questionnaire de Proust que j'aime bien. Pourquoi tu as choisi de t'auto-éditer? D'abord, est-ce que tu l'as Ah, choisi? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tu allais proposer ton manuscrit en maison d'édition ou tu es parti complètement sur l'auto-édition? Voilà, pourquoi ben ce choix? oui. Ben écoute, je pense que j'ai écrit à une époque où l'auto-édition est quand même en train de beaucoup changer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de s'auto-éditer en étant très professionnel. Et donc, moi, je travaille avec une maison en France de soutien à l'auto-édition. Et donc, ils ont des graphistes professionnels pour aider à confectionner la couverture. Ils aident, par exemple, à tout ce qui est mise en page, création de la maquette papier. Et donc, j'aimais beaucoup le fait de pouvoir garder le contrôle Oui, complet sur mes œuvres, de choisir tout de A à Z, que ce soit le texte lui-même évidemment et la couverture, tout, mais te faire accompagner. oui, tout en ayant cet accompagnement complètement professionnel. Donc j'aimais ça. Alors il y a aussi le fait que je suis ici à New York et que bon, le milieu de l'édition parisien, bon, ben voilà, c'est un milieu qui est quand même très difficile d'accès, très fermé. Et je pense qu'en étant de ce côté-ci de l'Atlantique, ça rend peut-être encore les choses un peu plus compliquées. Et donc, j'ai trouvé que cette solution était une bonne solution pour Bon, moi. alors, le temps passe énormément, mais je savais. Hein. On a aussi des questions Okay. auxquelles il faut que tu répondes. Alors, très vite, questionnaire de Proust, ton œuvre de Chopin préférée, puisque tu es une fan de Chopin. Oh, ah, Le mais piège. Chopin, il m'accompagne. Non, c'est pas un piège, mais j'en ai tellement, c'est difficile d'en choisir une. Alors, je vais te dire, moi, j'adore ces nocturnes et j'adore ces préludes. Mon prélude préféré, c'est le numéro 15, qu'on Ah, appelle voilà, aussi la goutte d'eau. Et ça, c'est clairement un clin d'œil qui se trouve dans une de mes c'est nouvelles. intéressant parce qu'il y a un livre que je vais présenter qui s'appelle La Goutte. Ton œuvre de Maupassant, puisque tu es aussi fan de Maupassant. Mon préféré? Oui, si tu en as une. Non, c'est Euh, compliqué.
J'ai adoré son roman Belle Amie, mais j'adore ses nouvelles. Je les relis toujours avec le même plaisir. Il en a écrit tellement, les contes de la Bécasse, les contes du jour et de la nuit. Une vie aussi. Je suis désolée, je suis incapable de t'en Eh sourire ben, parce c'est que très bien. j'adore cet auteur, Eh ben, j'adore c'est son parfait. univers et la manière dont il décrit aussi, lui, nos émotions et notre monde interne. Je l'adore Alors, complètement. un livre de chevet, c'est-à-dire un livre que tu es capable que tu as lu plusieurs fois et que tu recommanderais à tout public. Enfin voilà, si tu veux recommander un livre. Alors, je sais que tu aimes bien aussi Recommander. Emmanuel Schmitt. Je ne sais pas Oui, si j'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup Catherine Pancol aussi, j'aime beaucoup Laïs Yemani, mais disons que un livre de chevet, allez, un livre référence, en tout cas je vais te dire un livre de voilà. référence pour moi, je ne sais pas si je le recommanderais parce que c'était énorme, c'est Les Misérables. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ça a été ma première grande émotion littéraire, j'avais 13 ans, j'ai lu Les Misérables de Victor Hugo et j'ai été secouée et renversée comme une crêpe et voilà, et j'ai adoré partir en voyage. La première fois, je me suis fait vraiment embarquer dans un livre de manière si Ouais, non, puissante. Voilà. je Alors, je ne suis sais pas d'accord si je avec le toi. recommanderais parce que c'est un énorme livre et Mm, c'est très classique. Voilà, mm. mais La vie devant soi aussi. La vie devant soi. J'ai adoré La vie devant soi d'Émile Ajar. Je le recommanderais sans aucune hésitation. Il y en a beaucoup, je recommanderais. Je suis désolée, Bon, je ne réponds eh pas ben, bien. c'est très bien. Écoute, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont séduit Oui. dans, dans tes lectures. Ce que tu lis en ce moment, Ah, alors littéralement, je viens il y a 2 jours de terminer L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, qui n'est les pas quatre. du tout, non, le premier, Ah, le tu en as premier encore tome, trois. Hein. mais c'est pas spécialement le style de lecture qui me parle d'habitude, mais ça m'était chaudement recommandé par une très bonne amie à moi. Et j'avoue que j'ai bien aimé, je trouvais ça original et attachant. Et alors là, depuis 2 jours, je me suis plongée dans le journal d'un Mais écrivain de Virginia Woolf. tu vas pas lire les autres, les 2, 3 et Si, 4. ben, je vais les D'accord. commander, hein, Voilà. je vais les commander. Bon, tu verras qu'il y a, il y a parfois quelques longueurs, mais Oui, ça reste vraiment, vraiment très agréable à lire. on a Même si envie de je connaître la recommande. suite en tout cas, clairement. Oui. Alors, le lieu qui t'inspire à New York, un lieu où tu aimes te Oh, régénérer, où ah tu bah aimes écoute, aller, ou alors moi je vais te dire, j'imagine ma réponse va sembler totalement bateau, mais je vais te répondre Central le Park. parc, Parce que c'est vraiment la tellement. Mais vérité. oui, mais c'est J'adore vrai. Central Park, j'adore l'atmosphère de sérénité qu'il y a là, c'est très paisible, c'est très grand aussi, donc on peut se balader, on découvre chaque fois des nouveaux C'est coins, à chaque vrai. fois, même après des années. Ça me fascine toujours autant, et que ce soit les cerisiers en fleurs ou maintenant le feuillage d'automne, je trouve que c'est un lieu absolument magique et j'adore. Voilà. D'ailleurs, bah, Très bateau, mais c'est mon endroit préféré non, à mais New si un York. jour, quand la Covid nous aura quittés, vous pouvez faire le parcours découverte avec l'association de conservation de Central Park. C'est juste extraordinaire parce que c'est 3 heures de marche et on Oui, découvre des lieux où on n'a jamais été à Central oui, Park avec toute une oui, histoire associée. Donc, c'est oui. passionnant. Allez, pour finir, un lieu à Bruxelles. Un lieu à Bruxelles? Ah, alors, Limite avec l'accent belge. un lieu que Un j'adore, lieu qui te moi. parle, un lieu qui te parle, un lieu qui est à toi, un lieu Un lieu où, bah alors, voilà. écoute, je sais ce que je vais te répondre. Ce n'est pas du tout une merveille d'architecture, mais je pense que je vais te dire alors tout simplement le campus universitaire où j'ai fait mes études de médecine, parce que j'ai Ben, d'excellents souvenirs, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai lié des amitiés, et, euh, et voilà. C'est sûr que ça ne paye pas de mine, c'est dans un coin à l'est de Bruxelles, à Woluwe, mais c'est là que j'ai fait mes études et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, une période très importante de ma vie, et donc ça, c'est le lieu où je suis attachée, effectivement. c'est comme ça. Les lieux qui nous parlent sont les lieux où on a souvent vécu des choses importantes. Alors, quelques questions là qu'on va répondre. On va essayer de répondre assez rapidement. Alors, Léna à Philadelphie, pourquoi n'êtes-vous pas devenue journaliste à la fin? À la J'imagine fin, pour, non, ah, enfin, pourquoi ne pas avoir fait le choix de, enfin, si je complète un peu la question, d'études littéraires, puisque c'était enfin, ce qui t'attirait dans un premier lieu. parce que, ben donc à la fin de mes études de médecine qui sont quand même assez longues, je me suis lancée dans la pratique médicale en hôpital et puis je me suis lancée dans l'industrie pharmaceutique. Et puis de fil en aiguille, ben, ça a fait quand même beaucoup d'années. Et donc c'est vrai que pour dire de se relancer après dans le journalisme, disons que ça ne me tentait plus à ce moment-là. Ce qui me tentait vraiment, c'est de me mettre à écrire des livres. Mais je n'avais plus spécialement envie de recommencer des études Un de journalisme ou cursus, quoi que ce exactement. soit. Oui, oui. Alors, Pierre qui est à New York, c'est rigolo comme question. Pourriez-vous écrire dans la peau d'un homme? Dans la peau d'un homme. Est-ce que tu pourrais écrire avec un jeu qui s'appellerait Pierre, par Mais exemple? en fait, c'est une question très intéressante parce qu'une de mes nouvelles
C'est vrai que le personnage Oui, c'est principal vrai, reste une femme, mais c'est écrit au jeu par un c'est vrai, homme. par un homme. Alors Donc, on Pierre, a je répondu à la vous question. invite à lire mes nouvelles et comme ça vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si c'est un pari réussi ou pas. Mais c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, je parle au jeu et c'est un jeune homme. Alors, il y a Clara qui nous dit échange très intéressant, ça donne envie de lire les livres d'Hélène. Donc voilà, Merci ça c'est Clara. sympa. Alors, on a Laura qui est aussi à New York qui dit est-ce que vous n'êtes pas seule socialement en étant aujourd'hui écrivain, puisque tu as été effectivement, tu as Seule travaillé en socialement, bureau. c'est ça? Oui, est-ce que tu te sens, il n'y a pas des moments de solitude? Est-ce que, Si, j'imagine, est-ce que ta vie d'avant te manque? si, c'est un métier solitaire. Je pense que ça me convient parce que je pense que ça ne me dérange pas de me retrouver toute seule face à mon ordinateur. Mais c'est sûr que le fait d'avoir des collègues, comme c'était le cas avant, ça me manque parfois, effectivement. Mais bon, voilà, j'ai d'autres choses. J'ai ma famille, j'ai les amis, j'ai le fantastique réseau Chiforchi duquel je fais partie. Et donc, effectivement, oui, c'est vrai que à certains moments, ça manque, mais globalement, je pense que ça me convient assez bien. Je suis Convient quelqu'un aussi. d'assez Alors, introverti. j'ai une question qui est un peu liée de Anne qui habite à Miami, qui est un peu liée à ce changement de vie. Elle dit le regard des gens a-t-il changé? Vous étiez une femme avec une belle carrière, vous êtes une jeune auteure un peu seule. Avez-vous vu un changement chez les gens que vous connaissiez? Et est-ce que vous voyez un autre regard chez les gens que vous avez rencontrés depuis? Est-ce qu'on te regarde? La question, c'est est-ce qu'on te regarde différemment en étant Oui. tu étais directrice de labo et en étant aujourd'hui voilà, chez toi, auteur. Donc, est-ce que tu as trouvé que le regard des gens a changé? Oui, disons, voilà, pour juste répondre, les gens qui ne me connaissaient pas d'avant et qui me connaissent maintenant, je pense, sont très surpris en général de mon parcours précédent, de mon parcours et voilà, de là d'où je Certes. viens. Ils sont très surpris. Et alors, les gens qui me connaissent d'avant, j'avoue que j'étais assez appréhensive de savoir, ben tiens, quelle va être la réaction. Alors, au début, c'est sûr qu'on ne te prend pas au sérieux. Hein. Au début, ben, voilà, quand tu annonces que tu quittes tout, que tu veux plus continuer dans ce monde-là et que tu veux écrire, ben c'est sûr que ça fait très farfelu hein, et qu'on on prend pas toujours au sérieux. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai fini par écrire, j'ai publié un premier livre, j'ai publié De un toute deuxième, et façon, je pense que c'est un choix personnel avec oui, lequel tu es oui, bien. Donc, à mais partir de disons ce moment-là, que beaucoup de gens m'ont soutenue et ça m'a fait un plaisir énorme. Des gens qui m'envoient des messages encore maintenant, qui lisent mon livre et qui me disent mais c'est fabuleux, on passe des super moments en lecture avec toi, c'est hyper émouvant. Donc ça me fait un plaisir fou. Donc voilà, pour répondre, bref, la réaction des gens a été très positive et ça m'a rassurée parce que j'étais quand même assez appréhensive de ça. Globalement, la réaction des gens était vraiment très positive et très admirative aussi, ce qui me fait très plaisir. alors, Oui. je rappelle que tes livres sont en vente sur rencontredesauteurfrancophones.com. Vous tapez juste Hélène Drummond et vous avez les 2 livres et vous pouvez acheter les 2 livres en même temps, il n'y a aucun souci. Donc, je vous les recommande. Hélène, avant de se quitter, alors on a Valériane qui nous fait un coucou. Valériane, c'est la présidente du réseau Chi, justement. Bonjour Donc, Valériane. voilà. Donc, je vais vous présenter. Donc, alors, j'ai reçu plein de choses. Hein. Je reçois en ce moment des tonnes de choses extrêmement passionnantes. Donc, je vais vous présenter très rapidement les livres que j'ai reçus cette semaine. Et on va commencer par Le Regard vide. Le Regard vide, c'est un livre d'un Français, Julien Brie, qui était un soldat de guerre, justement, envoyé sur les terrains de guerre, l'Afghanistan, etc. Et puis un jour, il y a eu une journée de trop, des morts de trop, du sang de trop. Il a fait le syndrome de stress post-traumatique. Il a tout arrêté et il s'est mis à écrire. Et c'est une renaissance, c'est sa thérapie à lui. Donc c'est un témoignage très fort qui est extrêmement intéressant. C'est aux éditions Amalthée. Un autre livre, je vous ai présenté le premier livre de cet auteur, et là, je vous présente le deuxième, c'est Une fenêtre vers le ciel de Jean-François Tiffiou, breton. Je dis breton parce que c'est important la Bretagne dans ses livres. C'est un roman comme un voyage entre Paris, la Bretagne, la Guyane. C'est une certaine vision de la société aussi qui est pleine d'espoir, donc c'est important en ce moment. Et alors, les gens dans la musique connaissent Jean-François Tiffiou parce que c'est un auteur-compositeur assez important, bien reconnu dans le milieu artistique. Il est d'ailleurs secrétaire général de l'Union des compositeurs de musique de film. Voilà. On passe après à un livre assez génial de Bernard Fauconnier aux éditions Feedback que j'ai reçu cette semaine. Voilà, vous voyez la couverture, on a le général de Gaulle et on a Jean-Paul Sartre, et ça se passe le 18 mai 69. Il y a eu cette rencontre entre Jean-Paul Sartre et le général de Gaulle, et c'est tout ce qui est
authentique, parce que le reste, on est dans la fiction. Donc, on est dans un roman un peu de politique-fiction, et puis l'auteur fait dialoguer ces deux monstres sacrés. On va recevoir l'auteur en 2021, Jean-François Tiffiou aussi, il est déjà programmé. Si vous allez sur le site Rencontre des auteurs francophones, vous avez tout le programme jusqu'au mois d'avril, je crois, 2021, des prochaines rencontres, sachant que tout ce qu'on fera avec la France se fera à midi heure de New York, parce que je ne veux pas que mes auteurs tombent d'une émission à minuit. Donc ça, je vous en ai parlé. Alors, c'est un grand auteur, hein, Bernard Fauconnier, et ce livre a vraiment reçu un accueil vraiment formidable de la part des lecteurs et de la part de la critique. C'est bien quand les deux s'y mettent. J'ai reçu aussi Les Oubliés de Saint-François, donc là on est dans le polar. C'est un vrai policier, un peu noir, c'est au cœur des Alpes, où vit l'auteur. Elle a aussi voulu mettre une touche très personnelle, sa maman a une maladie très longue, et elle a voulu mettre juste quelques touches dans le roman, mais c'était important d'avoir cette touche personnelle pour parler de ça. Donc, c'est un autre regard sur la maladie au sein d'un polar, c'est assez original. Et puis, elle a là une auteure qui nous vient du bout du monde, de Nouvelle-Calédonie, Claudia Rizet-Blanchet, elle est journaliste à la base. Elle a dirigé pendant longtemps le Petit Journal, qu'on connaît bien, donc le Petit Journal de Nouvelle-Calédonie et d'Australie. Et c'est un témoignage sur l'enfance et sur l'autisme, puisque son deuxième fils est autiste. Et donc, elle invite le lecteur dans le monde de l'enfance autiste. Et c'est un peu une succession de confidences. C'est très joli, c'est un beau témoignage. Et là encore, on recevra Claudia en 2021. Et je termine avec Patrice Charrier. Je vous ai présenté un de ses livres il y a 15 jours. Je vous en présente un deuxième, il y en a un troisième qui va suivre. C'est un professeur de mathématiques et un scientifique, un ingénieur, mais qui est fou des lettres, des bobos et des belles phrases. Donc, il écrit des jolies choses poétiques. Là, on est un peu dans un beau livre. Je vais vous le montrer, on ne voit rien. On ne voit rien, mais il y a des très belles photos en noir et blanc. On est dans l'univers de la nature, justement, de l'univers, de l'éveil. On est dans une goutte, et donc ça s'appelle Le monde dans une goutte. C'est sa vision, c'est des réflexions poétiques, c'est des superbes photos noir et blanc, c'est des pensées brèves, des poésies, des contes, voilà. Un monde à part. Donc, vous savez tout. Alors, on était un peu long aujourd'hui, mais je le savais, je l'avais dit. De toute façon, avec Hélène, on est toujours en pleine discussion et c'est toujours très passionnant. Merci Hélène d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc, le replay sera disponible à partir de ce soir et puis ad vitam aeternam, donc n'hésitez pas à le repasser. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller sur rencontredesauteurfrancophones.com et à commander les livres d'Hélène. Vous allez vous régaler, puisque comme c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, donc c'est le moment de faire des cadeaux. Il faut savoir quand même que le premier cadeau des Français, c'est le livre. Donc, n'hésitez pas, ne faites pas mentir les chiffres et les données, achetez des livres pour les fêtes de fin d'année. Merci à tout le monde, on se retrouve dans 15 jours et je ne sais plus. Ah non, on se retrouve dans une semaine par contre, effectivement, puisque le planning a un peu changé. On devait avoir Hélène la semaine dernière. Et dans une semaine, c'est une émission tout à fait spéciale. D'ailleurs, Hélène, j'espère que tu seras là. C'est une émission spéciale Noël. Donc, je vais vous présenter des ouvrages à commander et j'ai surtout invité les auteurs à venir nous raconter leur plus joli Noël. Donc, ça va être une émission qui va puncher partout, ça va être sympa. Donc, j'espère qu'on te revoit la semaine prochaine pour que tu nous expliques ton plus joli Noël. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt. Merci Hélène. Merci Sandrine, au revoir. Au revoir.